On a encore un beau buffet de sujets avec notre chroniqueur, avocat, docteur en droit, Frédéric Bérard. Bonjour. Bonjour. On va commencer à l'international. On apprenait en début de semaine que le procureur de la Cour pénale internationale qui a demandé lundi des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et aussi, il faut le mentionner, des dirigeants du Hamas pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés commis dans la bande de Gaza. Ce n'est pas la première fois qu'on parle du pouvoir et aussi de la manière d'agir du tribunal pénal international. Comment on doit interpréter cette décision? C'est un gros symbole, hein, Frédéric, parce que, plusieurs nous baratinaient du fait que si on critiquait le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, c'est qu'on était nécessairement antisémite. Là, on voit que la Cour pénale internationale, qui a bonne réputation, là, malgré tout, de manière générale, basée sur de la preuve, vous dit, il y a crime de guerre actuellement. Hein? C'est ce qui se passe. Ça s'est fait lentement, on le sait, hein, on est maintenant pratiquement à la fin mai. Tout ceci a commencé depuis plusieurs mois déjà parce que la Cour internationale en janvier, si je ne me trompe pas, avait commencé à parler des risques d'un génocide. Ceci dit, ça reste un symbole pour l'instant, un symbole qui est fort, mais un symbole quand même. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la Cour elle-même qui a émis un mandat actuellement, c'est plutôt tout simplement le procureur en chef, Karim Khan, qui est quelqu'un de très rigoureux, de très respecté à l'échelle internationale, qui suggère à la Cour d'émettre donc les mandats en question. Et pour ça, il y aura 3 juges qui auront à évaluer la solidité de la preuve qui sera présentée devant elle, notamment par le procureur en chef. Mais si jamais ça va de l'avant et ça se confirme, un mandat, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, exemple, si Benjamin Netanyahou débarque en France, par exemple, est-ce que ça veut dire qu'il pourrait être arrêté? Il y a 114 pays, si ma mémoire est bonne, qui sont sur la liste, qui sont en fait des pays, comment je dirais, qui sont amis en quelque sorte avec la CPI et qui pourraient, selon leur discrétion, et de là le problème, procéder à l'arrestation, par exemple, de Netanyahou. Je te parlais de symbole tout à l'heure, Frédéric, je reviens là-dessus. Je te dirais que moi, je n'y crois pas trop. Parce qu'en 21 ans, jamais un dirigeant de l'Occident n'a été arrêté formellement par la Cour pénale internationale. Est-ce que ce sera différent cette fois, sachant notamment les liens étroits qu'a Benjamin Netanyahou avec plusieurs dirigeants, notamment du G7. On a vu, par exemple, Joe Biden qui trouvait la décision de Cannes absolument scandaleuse. Justin Trudeau en a rajouté un peu hier. Je serais très surpris qu'on assiste ici à une première. Alors, on verra pour ce dossier. Autre chose, oui, à l'international et non, plus près de chez nous, c'est qu'on apprenait que le cardinal Gérald de Cyprien Lacroix, qui est visé par une action collective qui avait été intentée contre le diocèse de Québec en lien avec des gestes à caractère sexuel, il ne sera pas visé par des procédures canoniques à la suite d'une enquête du Vatican. C'est le pape François qui avait mandaté un juge québécois à la retraite, André Denis, pour enquêter sur les allégations des gestes à caractère sexuel. C'est quoi la valeur d'une enquête commandée par le Vatican? Oui. C'est sûr que on peut douter de la solidité du verdict. On sait qu'il y a eu combien d'histoires en ce qui a trait à l'Église catholique, notamment en matière d'abus sexuels, et pas seulement au Québec, là, de manière très générale. On se rappelle, par exemple, le scandale en rapport à l'Harvey-Shit de Boston, il y a de ça quelques années. En fait, les révélations étaient sorties il y a de ça quelques années. Évidemment que plusieurs pourraient penser, voyons donc, ça vaut rien, c'est mené par le Vatican, c'est pas très sérieux. Je te dirais, Frédéric, moi, je suis un peu de cet avis-là. Ceci dit, le bémol que j'apporterais là-dedans, c'est le fait qu'on a mandaté un juge québécois, c'est-à-dire le juge Denis, qui est un juge respecté, qui, j'ose croire, a fait une enquête indépendante pour arriver à ses conclusions. Mais reste que quand c'est évidemment Vatican qui réclame une enquête en question et qui détermine par la suite de la suite des choses, c'est bien évidemment un peu louche, disons ça comme ça. Parce que c'est quoi les paramètres? Je ne sais pas si tu connais bien le domaine des enquêtes ou du droit papal, mais lorsqu'on mandate comme ça un juge à la retraite, est-ce qu'il fait le même travail qu'il ferait normalement dans un contexte juridique? Et je comprends qu'ultimement, il donne son document au Vatican. C'est quoi les paramètres qu'on lui donne?
Tu as raison de dire, je ne suis pas un expert de droit papal. Pour dire, c'est la première fois que je parle de droit papal de ma vie, alors je t'en remercie. Moi aussi. Évidemment, j'ai pas vu les paramètres du mandat qu'on a donné au juge Denis, là, tu le comprends bien. Mais ce que j'imagine, parce qu'habituellement, c'est de la façon dont ça fonctionne, c'est que le juge en question, c'est pas comme un juge habituel au Québec. Un juge habituel au Québec, c'est quoi? Ben, c'est à travers un processus contradictoire. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, par exemple, un procureur de la couronne, en de la poursuite, qui dépose des accusations avec la preuve, t'as un avocat de la défense qui dit non, 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 qui arrive peut-être avec la contre-preuve, et ainsi de suite. Et le juge, qui est évidemment impartial, indépendant, évalue selon ce qu'il a devant lui, à savoir, bon, est-ce qu'il est coupable ou il ne l'est pas. Or, dans ce cadre-ci, j'ai pas mal plus l'impression que c'est plutôt une enquête de type un peu à la française essentiellement, où les juges mènent leur enquête initialement et décident après s'il y aura accusation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement, du moins j'espère, le juge a rencontré les victimes alléguées. Non, c'est même pas le cas. Il n'a même pas rencontré la présumée victime, celle de 17 ans. Non. Bon, ben, fin de la discussion. Alors voilà, on passe au prochain sujet. On va demeurer dans un sujet que je suis persuadé que j'ai hâte de t'entendre là-dessus. On apprenait hier qu'un juge de la Cour du Québec torpille un pan de la réforme de la langue française du gouvernement. En fait, l'obligation de traduire sans délai en français les jugements rendus en anglais ne peut être imposée en matière criminelle. Ça a été décidé par le juge Denis Galiatssatos. Québec va faire appel de la décision. Bon, là, ça tombe bien la chronique ce matin. Je veux que tu nous vulgarises, que tu nous simplifies tout ça. Ouais, c'est quand même une grosse job en quelques secondes, mais essentiellement, il y en a qui s'objectent ce matin, bon, peut-être à raison, on verra en appel, mais oui, un juge de la Cour d'appel, de la Cour du Québec, pardon, a le droit de considérer qu'une loi n'est pas applicable dans un dossier qu'il préside. Il a le droit de faire ça. Par contre, il n'a pas le droit de déclarer que la loi est inconstitutionnelle erga omnes. Erga omnes, c'est un beau terme latin qui veut dire quoi? Qui veut dire à l'égard de tous. Ça, pour déclarer l'inconstitutionnalité de la loi de façon générale, c'est seulement la Cour supérieure et ultimement la Cour d'appel ou la Cour suprême qui peuvent le faire. Mais un juge de la Cour du Québec est considéré comme un tribunal inférieur parce qu'il est en dessous de la Cour supérieure dans notre hiérarchie, a le droit de dire, ben, c'est un problème constitutionnel, je n'applique pas la loi ici, merci et bonsoir. Où il y a un enjeu, peut-être, c'est que personne ne lui avait demandé de le faire. Hein? Il l'a fait de son propre chef. Ça, ce qui est quand même un peu particulier, c'est très rare, en fait. Mais la Cour supérieure qui a été saisie d'une demande de révision a dit, ben non, OK, pour tout de suite, il y a le droit, là, ça va, puis on verra qu'est-ce qui en sort. Et donc, voilà, on verra bien en appel, parce que c'est certain que tout ceci a une importance majeure pour les dossiers en droit criminel pour l'ensemble du Québec, parce qu'on dit que toutes les décisions en anglais doivent être traduites immédiatement et sans délai en français. Ben ça, ceci peut causer évidemment des enjeux assez importants pour les accusés de langue anglaise. Mais est-ce que ces délais-là, parce que là, il est question aussi du fameux arrêt de Jordan, le temps de traduire cette décision, est-ce que ça peut être calculé et considéré comme des délais, justement, et qui ferait en sorte que Jordan s'applique? C'est une bonne question. Je vais te répondre à froid comme ça, mais logiquement, la réponse, ça devrait être non. Parce que Jordan calcule le temps à partir du dépôt des accusations jusqu'au moment où la décision est rendue. Or, ici, par définition, si on parle de traduire la décision, il faut bien qu'elle soit rendue, donc Jordan ne s'appliquerait pas si je fais pas erreur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Là? On n'est pas devin, toi et moi, mais donc là, Québec porte en appel. Est-ce que ça va faire son chemin dans d'autres instances? Ça va finir où, cette histoire-là? Ben, probablement à la Cour suprême, là, essentiellement. Parce que, bon, quand on parle d'enjeux de constitutionnalité comme celui-là, surtout lorsqu'il est question de droit criminel, puis il est question de qu'est-ce qu'on fait, est-ce que les accusés ont les mêmes droits dépendamment de leur langue, et ainsi de suite. Ce sont des dossiers par nature qui se retrouvent habituellement en Cour suprême. Donc, attendons-nous à, je dirais, encore au moins un an et demi, peut-être 2 ans avant d'avoir un verdict final. Si la Cour suprême décide de ne pas se pencher sur le dossier, à ce moment-là, ce sera la Cour d'appel du Québec qui aura le dernier mot et on en saura plus. Et quand la Cour d'appel décidera, par exemple, que oui, ce volet-là, parce que c'est pas toute la loi 96, c'est juste cette section très précise. Si elle décide que cette section précise est inconstitutionnelle, là, évidemment, ça s'appliquera à l'égard de tous. Mais là, c'est bien évident que les procureurs de la Couronne
et les procureurs de la défense, tout autant, sinon plus, surveillent de très près cette histoire-là, là, parce qu'ils se demandent, moi, qu'est-ce que je fais avec mon client à ce moment-là? Qu'est-ce que je plaide? Et évidemment que la décision qui vient d'être rendue a creusé un espèce de chemin, en quelque sorte, là, qui va être utilisé par d'autres. Là, ça, c'est une évidence. À suivre, Frédéric Bérard est docteur en droit, avocat, chroniqueur et novice en droit papal, un peu comme nous. Novice en droit papal, mais je compléterai ceci. Si le juge Denis n'a effectivement pas rencontré la victime, bien franchement, Frédéric, ceci me jette par terre et confirme un peu ce que je pensais du droit papal. Ou du droit canonique, peu importe le bon terme à utiliser. Frédéric Bérard, amen. Salut! Bye-bye. À ici Radio-Canada Première, c'est jamais pareil. Ça fait un élan qu'on n'a pas eu de visite entre la crasse pis les écrevisses.